Alors du coup, petit récap vitef. Donc on avait notre personnage, la caméra qui tournait, on pouvait se déplacer évidemment. Hop, on pouvait monter et descendre, on pouvait tomber, bon j'y vais pas parce que ça fait peur. Et on avait récupéré des petits assets sur le magnifique Asset Store que je ne vais pas lancer sinon je vais faire mourir ma connexion. Et donc voilà, on en était là. Tout le monde en était là. Si vous avez eu un problème au niveau de ça, c'est le moment de crier très fort. Enfin très fort, attention à mes oreilles quand même. Sinon, on va passer à la suite. La suite, qu'est-ce que ça va être? Ça va assez simplement être utiliser ce petit machin là, cette petite console, pour ouvrir la porte. Parce que c'est bien sympa d'avoir une porte, mais on veut qu'elle s'ouvre quand on veut pouvoir l'ouvrir. Donc pour ça, eh ben, on va commencer par lui attacher un script. Et oui, parce que les scripts c'est quand même bien. On va l'appeler Interactable. C'est les trucs avec lesquels on interagit. Donc voilà, on clique sur Add Component, on donne le nom, on fait New Script, comme on avait fait pour le player. Et voilà. Est-ce que tout le monde avait bien ajouté au moins deux préfabs, dont un préfab port dans son jeu, ou est-ce que je fais une pause maintenant histoire de vous laisser le temps de les ajouter? Déjà, Je faut dois le dernier admettre qu'une d'abord. pause m'arrangerait bien. Ok, bah je fais une pause Moi, maintenant. c'est le dernier. Je lance la création de mon script et je vous laisse le temps de télécharger. Donc il vous faut en gros un objet quelconque. Moi j'ai pris une console parce que je les trouve jolies. Et une porte. Donc dans le dossier Doors. Avec mon J'ai super un accent souci, moi, anglais. avec mes fichiers, en fait, sur VS Code. Enfin, je peux pas. Enfin, pardon, c'est pas VS Code, c'est VS Studio. Enfin, Visual Studio, c'est n'importe quoi. Ouais, J'ai pas l'autocomplétion. Genre, il détecte pas, du coup, c'est un peu. Enfin, ouais. c'est pas très Alors pratique. ça souvent c'est... T'as besoin de configurer Unity en fait. Ouais, en fait, faut reconfigurer un peu Unity. Tu vas dans dans Edit Project Settings. Ouais. Et alors après, c'est dans Editor, je crois. C'est dans C'est dans l'autre. Additional Tools, je crois, mais je suis pas sûr que ce soit là. Attends. Alors, faut que je... Non, Preferences. Dans Edit, je crois. Voilà, C'est ça. External Tools. External Tools. Et là, tu sélectionnes le Visual Studio. Ok. Et comme ça, Visual Studio sera au courant que tu fais du Unity. Normalement, avec ça, ça Merci. règle le problème. Ok. J'aurais une petite question. Serait-ce possible d'avoir à nouveau une démonstration pour poser un objet depuis une bibliothèque qu'on a importée? Ouais, alors tu vas dans le dossier Prefabs. Euh, Oui. Tu vas chercher dans le dossier. Donc là, on va par exemple aller dans nos portes. Alors, si tu cliques une première fois dessus, tu vois un aperçu, enfin les infos de ce préfab et un aperçu là. Et après, si tu le glisses dans ta scène. Donc, faut faire attention en haut d'être dans scène et pas dans game. Si t'es dans game, ça peut pas très bien marcher. T'es dans scène et tu le glisses et normalement c'est bon. Ah oui, en effet. Merci, ça fonctionne. De rien. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et bah c'est parti. Donc, hop, la petite console à qui on a attaché un petit script. On va s'en occuper. Donc on double-clique sur le script ou alors on peut aller le voir dans les dossiers, double-cliquer dessus. Ça ouvre Visual Studio. Ça ouvre Visual Studio. Bon, t'as de la chance, moi ça a pris 5 minutes à se lancer. Ouais, non mais c'est toujours très fun. Ah, il est Euh, lourdingue là. du coup, cet interactable, enfin cet objet, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir que, en gros, là pour l'instant, quand on clique dessus, quand je suis assez proche et que je clique dessus, il se passe un truc. Le truc en question sera ouvrir la porte. Mais pour l'instant, on va juste
en gros faire le code pour que quand je clique dessus il se passe un truc, il m'imprime un truc dans la console. Euh, du coup, pour ça, bah, comme d'habitude, alors là on va du coup pas avoir besoin, en tout cas pour l'instant avec cette version là, des start et update, parce que on va pas faire comme ça. Du coup on va les supprimer. Oui, il a réussi. Donc déjà, c'est compliqué là. On va faire comme d'habitude un petit public float qu'on va appeler radius. Et on va l'initialiser à 3. Hein. Et ça va être la distance à laquelle on pourra appuyer sur notre bouton. Parce qu'on ne va pas pouvoir appuyer sur le bouton en étant de l'autre côté de la map. Enfin, ce serait pas pratique. Et en plus, il risquerait de se trigger à des moments pas utiles. Donc voilà. Donc on a notre radius. On va faire une petite méthode. Qui sera publique aussi. Comme ça, on pourra l'appeler de l'extérieur. Qu'on va appeler interact parce qu'on est originaux. Et cette méthode, en gros, ça va... c'est cette méthode-là qui va être appelée quand on va cliquer. Donc pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est un peu un printf, donc c'est debug.log dans Unity. On va mettre interacted pour l'instant. Et donc voilà. Alors après, vous me direz, bah, le radius, qu'est-ce qu'on en fait là? À quoi il sert? Eh ben, il sert à mesurer la distance. Donc pour ça, on va demander à notre méthode interact qu'elle prenne en entrée un transform. Donc je vous rappelle, le truc transform, en gros, c'est pour avoir la position et quelques trucs liés. Qui va être la position, alors là je dis player parce que c'est des players qui vont interagir, mais du truc qui va interagir. Et on va rajouter une petite condition qui va être que si la distance est, plus petite que radius, alors on fait notre debug.log. Pour ça, on va commencer par calculer cette distance, parce que sinon c'est assez moche de la calculer dans le bloc if. Alors, pour calculer la distance, on va utiliser un vecteur. En fait, on va utiliser une propriété des vecteurs qui s'appelle, je vous le donne en 1000, distance, ouais. Waouh. En gros, là, cette méthode, on lui donne 3 vecteurs en entrée, 2 vecteurs en entrée, et elle calcule la distance et elle renvoie un flottant. La distance entre les deux, elle renvoie un flottant. Donc on va prendre la position du joueur. Donc transform dot position, parce que le transform en lui-même, c'est pas juste la position, il y a d'autres trucs. Et on va prendre notre position à nous, donc la position de l'objet, qui est stockée juste dans la valeur transform. Dot position. Donc avec ça, on a notre distance. Et bon, un petit bloc if distance inférieure à radius. Hop. Donc voilà notre code d'interaction pour l'instant. C'est bon, vous avez eu le temps de le faire ou vous voulez que je vous laisse 2 minutes? Bon, on va dire que c'est bon pour tout le monde. Hop. Donc on va sauvegarder ça. Et là vous me dites, mais l'interaction elle sert jamais là, c'est nul. En effet, bien joué. Donc pour ça on va aller tripatouiller dans le player controller. Alors c'est un choix, on pourrait faire que tout se passe depuis ce script là. Mais histoire d'avoir un truc un peu plus général, on va dire que c'est le joueur qui dit j'interagis avec toi. Et donc pour ça, en gros, on va dire quand on clique, on trace un rayon entre le clic et le tout droit en fait, et on voit s'il y a des trucs sur ce rayon. Alors pour faire ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Et la première chose qu'on va avoir besoin, c'est l'info sur notre caméra, mais vraiment notre caméra en tant que caméra. Donc on va juste
au lieu de récupérer juste la position de la caméra, maintenant on va hop, récupérer MyCamera en tant que caméra. Alors, il ne vous échappe pas que du coup, là, le MyCamera il marche plus trop en local rotation, donc on va prendre seulement, on a de la chance, la propriété caméra elle a une propriété transform, donc on récupère le transform de MyCamera pour notre rotation de tout à l'heure, enfin de la dernière fois. Et donc maintenant on a une variable publique MyCamera. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette variable? On va tracer un rayon. Alors, comme d'habitude, on va utiliser des trucs déjà implémentés dans... des inputs déjà implémentés dans Unity. Donc input, dot, et on va utiliser getMouseButton 0. Donc c'est le clic gauche en gros. Donc là, ma boucle s'active si j'appuie sur le clic gauche de ma souris. Assez simple. Donc, c'est parti pour un peu de fun. Alors, c'est une partie qui est entre guillemets un petit peu technique, mais ça permet de faire des trucs sympas et de voir que des fois on va avoir besoin d'un peu de maths pour enfin en tout cas pas là dans notre cas pour comprendre, mais plus tard pour éventuellement améliorer des trucs ou réutiliser ce que je suis en train de vous expliquer, il y a des trucs, des histoires de vecteurs, etc. qui peuvent être pratiques. Bref, du coup, là on va faire un rayon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va l'appeler ray, parce que voilà. Et comment on fait ce rayon? Et bien justement, on a besoin de MyCamera. Et on utilise la première propriété qu'il nous propose, ScreenPointToRay. En gros, il dit à partir d'un point, il va tracer d'un point et de l'info de caméra, il va tracer un trait tout droit, un rayon tout droit. Et on fait input dot mouse position. Donc c'est le point en question dont je parlais. Et on va initialiser une petite variable hit dans laquelle on stockera en gros ce qu'on a, les propriétés générales sur ce qu'on a récupéré. Donc, comment savoir si on a tapé quelque chose? On va utiliser des propriétés dans le truc physics. On va faire un recast. Alors, en gros, ça c'est physics.recast, c'est déclencher en fait ce lancer de rayon. Donc, il a besoin des infos dans ray. Il a besoin de savoir où est-ce qu'il va mettre les infos qu'il récupère. Donc, je lui demande de les mettre dans hit. Et là, le dernier paramètre, c'est la distance à laquelle il va lancer ce rayon. Donc là, elle n'est pas très importante parce que, comme vous l'avez vu précédemment, c'est des ordres de grandeur assez bas. Et là, on va pas avoir des scènes très complexes, mais plus tard, ça peut être important de savoir à quelle distance vous lancez vos rayons. Par exemple, si vous faites des lignes de vue pour des ennemis, ça peut être pratique. Du coup, là, on aurait pas pu mettre radius. Enfin, se démerder pour que le paramètre radius il soit dans le player, quoi. On pourrait, mais dans ce cas-là, si tu as par exemple des objets avec lesquels tu peux interagir de plus ou moins loin, par exemple un ennemi que tu peux taper d'une distance de 10 et un objet que tu peux ramasser qui a une distance de 5 ou inversement, tant qu'à faire, autant avoir une valeur de base sur ton joueur, limite qui est un peu trop grande, plutôt que de devoir adapter à chaque fois. Mais après, oui, là c'est vraiment sans F, pas du tout paramétré et tout, ce serait bien que je le mette en paramètres, etc. Bon, dans notre cas, on n'a pas besoin de faire de l'optimisation et 100 marchera. Ça pourrait être plus un problème d'optimisation. Je sais pas si c'est bon, c'était clair? Ouais. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va vouloir récupérer, si on a touché quelque chose, on va vouloir en récupérer les propriétés. Et en particulier, là, ce qu'on veut récupérer, c'est
un objet de la classe de ce qu'on a créé tout à l'heure. En gros, j'ai mis un petit script interactable sur mes trucs avec lesquels je peux agir. Bah maintenant, je veux récupérer ce script avec ces infos et les fonctions qui sont associées. Je veux récupérer précisément l'objet associé. Alors ça, pour plus de détails sur comment ça marche tout ça, c'est de la programmation orientée objet. Euh, Là, bon, ce qu'on fait, ça paraît assez intuitif. Si vous voulez utiliser ce genre de choses de manière optimisée dans un projet un peu plus gros, je vous conseille soit d'attendre notre magnifique cours qui arrivera peut-être sur la programmation orientée objet, soit d'attendre vos cours en deuxième année. Parce que... Ou alors d'aller en chercher sur internet, mais renseignez-vous quand même un peu théoriquement dessus parce que il n'y a pas que des trucs intuitifs, j'ai l'impression, je trouve, dans la programmation orientée objet. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, les gens qui savent, mais c'est un truc. Bah, moi, je dirais que c'est quand même assez intuitif, mais c'est peut-être juste qu'il faut avoir. Une fois que tu commences à voir comment ça marche, tout devient intuitif. Voilà. Et Bah, peut-être c'est... que. Mais il faut voir. Ouais, En fait, En fait, il faut comprendre la logique, les bases de la logique qu'il y a derrière. Et une fois que là, tout devient. Tout s'éclaircit, le monde devient objet. oui, oui, voilà, c'est ça. Mais il faut faire ce truc parce que si tu le fais pas et que tu testes juste, pour moi, enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça s'est pas bien passé. Enfin, Ouais, faut un petit Hmm. déclic souvent. Ben, souvent, en fait, c'est l'avoir utilisé une première fois. Et puis, à partir de là, tu commences à voir des trucs. ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, te dire que parfois, ce que tu as fait avant, mais non, tu n'aurais pas dû le faire comme ça. C'est ça. Du coup, voilà. Programmation orientée objet. Mais plus que programmation orientée objet, ce qu'il faudrait plutôt voir, c'est les patrons de conception. On n'en parle pas beaucoup à l'école, mais c'est plutôt pratique dans certains cas dans le jeu vidéo, quand même. Ok. Et pour les tests techniques aussi. Bah, écoute, carrément. Moi, je suis chaud que tu nous en parles un moment, si ça te motive Oui, alors je suis pas un expert, mais ou si j'ai on peut peut-être s'entraider. un document, un truc Ouais, que. n'hésite pas à partager des ressources aussi. Non, parce qu'en fait, les patrons, c'est un peu des modèles, par exemple, comment faire les variables et les fonctions pour faire des comportements qui pourraient donc aider à faire, pour dans le cas d'un jeu, Ok, certains trucs. ça roule, ça roule. Bon, du coup, notre interactable, du coup, on le récupère, on le met dans une variable interact. Mais comment on le récupère? On fait un hit.collider. Donc ça, c'est ce qu'a tapé notre rayon. Et on va utiliser une fonction assez pratique qui s'appelle getComponent. En gros, ça permet de récupérer un composant d'une nature particulière, si on veut le préciser. Et là, on veut le préciser, donc je vais préciser que je veux un interactable. C'est bon, c'est clair ce que j'ai fait là? En gros, hitCollider, c'est ce que j'ai tapé. Et getComponent, c'est la fonction qui permet de récupérer la partie interactable. Et bah, vous me direz, ça se trouve, on a tapé un truc. Ouais. Si le rayon il en touche plusieurs, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est que le rayon, il s'arrête dès qu'il touche un collider. Un collider, en gros, c'est un objet physique. Donc là, par exemple, box collider, ça c'est un collider. Donc si par exemple là, tu vois, j'ai un collider là-dessus, puis j'ai un collider là derrière. C'est les traits verts. Si mon rayon il part d'ici, il va il va pas traverser, il va pas toucher un premier collider et toucher le deuxième qui est derrière, il va juste toucher le premier et s'arrêter. En tout cas, dans la Ok. forme que je vous ai présentée là tout de suite. Donc, faut faire attention effectivement parce que si par exemple tu as un deuxième, mettons que j'ai un plus petit collider dans celui-là et que c'est au plus petit collider que je pose l'interactable, mon rayon va jamais le trouver. Ça peut être la source de beaucoup de problèmes. Oui, ça m'est arrivé. Du coup, voilà. Du coup, on a récupéré notre interactable. Et maintenant, on veut vérifier que, bah, en fait, on a vraiment récupéré un interactable. Autrement dit, bah, qu'il n'est pas nul.
que si en gros il touche un truc qui n'est pas un collider qui n'appartient pas à un interactable, il va renvoyer nul. Et donc si on a fait ça, enfin on va pouvoir dire à notre interactable, je veux interagir avec toi, et on a le droit du coup d'activer la méthode interact qu'on a attachée sur notre interactable avec notre position qui est transform. Et normalement, on est déjà pas mal. Est-ce que... je vous laisse un peu de temps pour le faire, pour poser des questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à me dire quand vous avez fini. Comme ça je sais... ça, j'évalue votre vitesse de code et je sais qui je pourrais exploiter. Non, c'est pas vrai. C'est bon pour moi. C'est bon? Alors. Ok. Tac. Oh, désolé, je remets le code. Question, le concept est censé fonctionner avec ce qu'on vient de faire maintenant ou est-ce qu'il manque encore une petite étape? Alors, normalement, oui, il manque une étape. Que... en fait, je pourrais vous dire très rapidement ce qui manque, mais c'est une étape qu'on a déjà faite, qu'il faut qu'on fasse à chaque fois. En fait, le truc, c'est que je vous rappelle qu'on a changé la variable myCamera pour un autre objet, un autre type d'objet en fait. Concrètement, c'est la même chose à drag and drop, mais là, on a changé. Du coup, souvent, en fait, quand vous modifiez un code et que vous changez les variables publiques, pensez à les vérifier. Donc, je vais juste aller vérifier. Donc là, c'est dans le player. Voilà. Que là, il n'y a pas un problème. Donc là, il me dit type mismatch. C'est parce que j'ai changé l'objet. Il faut que je reglisse ma caméra. Normalement, avec ça, par contre, c'est bon. Il s'énerve pour un truc. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Il n'y a pas de rouge. Hein. Regarde, ça a disparu. Tout va bien. Ah, incroyable. Bah, nickel, alors il n'y a pas de souci. Et donc là, voilà, je clique et vous voyez qu'en bas, dans la partie console, ça m'a affiché Interacted. C'est bon pour tout le monde au niveau de ce qu'il faut faire? Ou c'est clair, ou c'est réussi si vous avez essayé? Non, je n'ai pas réussi parce que dans le champ où il te dit qu'il n'arrive pas à reconnaître, j'arrive pas à modifier. Est-ce que c'est normal? Tu prends ta caméra, tu la reglisses dedans. Ah, il y a juste besoin de le glisser. Mais Oui. sinon, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça? En fait, si tu fais pas ça, il va juste te renvoyer une erreur à chaque fois qu'il va essayer d'utiliser cet objet. Et il va du coup en fait, il va juste pas exécuter les parties où il essaye. D'accord, ok, je comprends, merci. Une autre technique aussi que le drag and drop, c'est tu cliques sur le petit rond et là tu as la liste des objets qui correspondent à ça. Ça peut être rapide aussi sur des gros projets. Le petit rond là à côté du nom. Pour aller récupérer si par exemple tu as plein d'objets mais concrètement tu as une caméra dans le tab, bah, tu cliques là-dessus et elle s'affichera toute seule ici. Tu n'auras pas à aller chercher dans ta scene. Bon, on va passer à la suite. Et on va passer à la partie fun. Parce que maintenant qu'on a réussi à dire à notre interrupteur que on l'interruptait, il va falloir que l'interrupteur dise à la porte je veux que tu t'ouvres. Et concrètement, comment ça va se passer? Alors là, on a un objet de porte qui est déjà pas mal fait parce que il a déjà tout un tas de choses qui sont pratiques. Il a déjà des animations et en plus, il a déjà des portes qui bougent. En fait, ces animations font juste bouger les portes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais
pour ceux qui n'ont pas testé, en gros là pour l'instant si je passe à travers la porte, bah je passe à travers la porte. Donc bon, qu'elle soit fermée ou ouverte en fait on s'en fout un peu. Donc on va faire un truc, c'est que sur ces objets là, les deux portes, donc que vous voyez dans la hiérarchie, là il y a l'objet général, et là il y a les petites portes qui vont bouger quand elles vont s'ouvrir et se fermer. Je vais rajouter quelque chose qui va empêcher mon joueur de passer, qui est le même objet en fait qu'on utilise pour cliquer dessus sur l'interrupteur, qui est un collider. Donc je recherche collider. Je recherche collider. Et je vais rajouter un box collider. C'est assez pratique parce qu'il s'adapte à la forme. Donc bon, ça... Si jamais quelqu'un fait très attention, on voit que là, c'est pas... Il y a un collider, mais bon, c'est pas très grave. On va faire la même chose sur la deuxième porte. On va faire un box collider. D'ailleurs, pour la petite anecdote au niveau des colliders, pourquoi est-ce que je fais un box collider et pas un autre truc qui serait par exemple parfaitement adapté à la forme? Tout simplement parce qu'un box collider, c'est beaucoup moins lourd. Évidemment, là, je pourrais mettre, ça s'appelle un mesh collider, c'est un truc qui s'adapte parfaitement à la forme 3D du truc. Mais au bout d'un moment, assez vite, on voit les limites de cette méthode. Sur un objet comme celui-là, ça ferait pas grand-chose, mais après, Oui, non, ça sur un peut objet... vite, Voilà, disons que ça peut vite dégénérer, quoi. voilà, je préfère dire maintenant, utilisez des box colliders dès que vous pouvez que voilà, plus tard. Donc, prenez l'habitude d'utiliser des trucs simples en collider. Par contre, j'aurais une question. Oui. La porte que j'ai prise possède déjà l'idée de collision avec mon joueur et les portes s'ouvrent de haut en bas. Est-ce que ça va poser problème pour la suite du script et je dois changer de porte? Alors, du coup, quand tu t'approches, les portes s'ouvrent? Non, juste les portes sont déjà en mode fermé et je suis déjà en collision avec en fait. Je ne peux pas passer au travers de ces portes fermées. Théoriquement, non, ça devrait pas poser de problème. Tu pourras faire tout pareil, normalement. D'accord, super, merci. Bon, si tu peux pas, au pire, tu prendras soit la même porte, soit je regarderai les différences, mais je pense que c'est à peu près pareil. Donc maintenant qu'on a nos portes qui ferment vraiment, on va aller voir un truc. On va aller voir l'objet général et on va l'observer un peu. Et donc, bon, on regarde, on a notre transform qui est la position. Des mèches qui sont les trucs pour afficher en fait. Le mesh collider dont je vous parlais, donc eux ils ont utilisé le mesh collider, bah c'est pas bien. Et on a un animator. Un animator, qu'est-ce que ça fait? Ça anime évidemment. Et qu'est-ce qu'il utilise pour animer? En fait, il utilise des animator controllers qui ressemblent à ça. Donc vous double-cliquez dessus et normalement ça vous offre la fenêtre d'animator. C'est bon pour tout le monde? Ok, on va dire que C'est où qu'il faut cliquer? Et alors il faut... Tac. Tu vas dans ta hiérarchie. Donc tu sélectionnes ta porte. Tu vois ton Ouais. animator. Et en fait, là, sur contrôleur, tu peux double-cliquer normalement. Ok, c'est bon, merci. Après, un autre moyen, ça peut tout simplement être d'aller le chercher cet objet dans les dossiers. Mais vu que personnellement, je sais pas comment il a rangé ses dossiers. Enfin, si maintenant je sais, mais de base, je sais pas forcément. C'est plus simple d'aller chercher ça. Ok. Donc voilà. Donc là, j'ai ma fenêtre d'animator ouverte. Alors bah, en gros, c'est une machine à état, hein. Donc au début, on entre, elle se met dans cet état-là. Et suivant certaines conditions, euh, ça va suivre les flèches. Et du coup, jouer les animations qui correspondent à chacun des états. Donc bon, de manière assez transparente, door unclosed, c'est quand elle est dans l'état fermé. Open, c'est l'animation qu'elle s'ouvre. Opened, c'est quand elle était dans l'état ouvert. Et close, c'est l'animation qu'elle se ferme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas réutiliser celui-là, on va refaire le nôtre, histoire que ce soit un peu plus clair pour vous et que vous en ayez manipulé au moins un. Donc comment on fait un animator controller? Donc on va dans le dossier projet, dans nos dossiers. Dans Assets, je vais faire un petit dossier, je vais faire clic droit Create Folder. Je vais l'appeler Graphics.
Voilà, j'ai un dossier graphics. Et dedans, dessus, je vais faire clic droit. Je vais créer un animator controller. Qu'on va appeler Door1 parce qu'on est toujours aussi original. C'est bon pour tout le monde? Niveau dossier, ouais, pensez à... Alors là, je l'ai pas fait. Je vais le faire rapidement. Pensez à ranger un peu vos dossiers, mais bon, ça, voilà, c'est le cas dans tout. Plus vous avez de trucs, mieux c'est d'être rangé parce que vous vous y retrouverez. Donc, je vais faire un petit dossier script, histoire que mes scripts se baladent pas tout seul dans mon projet. S'il accepte de déplacer mes scripts. Donc, revenons à nos animations. On ouvre notre animator controller et là, il n'y a rien. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez de l'autre animator, mais les petits blocs, je vous avais dit, c'était des animations en fait. C'était des trucs qui étaient affichés. Donc là, on va mettre les animations qu'on veut. Elles sont dans le dossier qu'on a importé, dans animation. Et donc là, elles sont rangées comme ça en fonction de la... Donc moi, j'ai pris la porte 1. Ça, si vous avez un doute et que vous n'avez pas changé le nom, elle est là. Ouh, il m'a réouvert l'animator qui correspond, c'est bien ça. Donc, je disais, j'ai la porte 1. Donc je vais prendre les animations de la porte 1 pour créer mon animator. Sylvain, je ne sais pas quelle porte t'as pris. 2 ou 3. Porte 2, donc Porte 2. je changerai juste le numéro. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on... Alors n'importez pas directement l'animation, il faut bien choisir celle qu'on veut importer en premier, parce que c'est celle qui sera notre état de départ. Donc on commence par closed. Attention, closed. Et comme ça, ce sera l'état dans lequel on commencera. Après, du coup, on va pouvoir rajouter close, open et opened. Alors, spoiler alert, on va plus ou moins refaire le même contrôleur que celui qui existait déjà. Mais comme ça, on peut voir un peu comment ça marche et on va pouvoir apporter une ou deux modifs. Hop. Donc c'est bon pour tout le monde pour les animations? Alors, sachant que, bon, en gros, là c'est devenu des blocs, donc je peux changer les noms, ça changera pas les noms des... ça changera pas les noms des animations, ça changera juste les noms de mes blocs. Ça peut être pratique pour organiser son animator controller un peu mieux. Donc là, je vais faire clic droit, Make Transitions. Et quand ma porte elle est fermée, vers quel état je veux qu'elle aille? Je veux qu'elle... Si la porte s'ouvre, je veux qu'elle joue l'animation d'ouverture. Je veux pas qu'elle soit direct ouverte, je veux qu'elle joue l'animation d'ouverture. Donc je vais faire une transition vers Open. Ensuite, une fois que l'animation... Donc je fais un clic droit, Make Transition. Open. Une fois que mon animation d'ouverture est jouée, je veux que ma porte soit ouverte. Et pareil dans l'autre sens. Je joue le clic droit, Make Transition. Je joue l'animation. Et ensuite, je retourne là-dedans. C'est clair? Bon, ça a l'air. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si c'est pas clair. C'est bon, ma co est pas morte. Bon, ça va. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Du coup, là, on a nos animations. Et le problème principal, ça va être de dire à quel moment je passe de l'une à l'autre. Pour ça, on a des outils assez pratiques qui sont les paramètres ici, qui vont en gros être les paramètres que va entendre entre guillemets mon animator. Donc je vais en rajouter un. Je vais prendre un booléen parce que ma porte elle est soit ouverte soit fermée, il n'y a pas d'autre possibilité. On va l'appeler open parce que voilà. De base, il n'est pas activé. Et maintenant, je vais pouvoir tripoter mes transitions. Donc je clique sur une transition. Et là, j'ai tout un tas de propriétés. La première, c'est la plus importante, c'est la condition, c'est à quel moment se déclenche notre animation, cette transition. À quel moment je passe d'une animation à une autre. Là,
et ben on passe de closed à en train de s'ouvrir quand open égale true. Donc pour faire ça, je rajoute une nouvelle ligne et après bon bah là j'ai rien à choisir vu que c'est ce que ça me donne par défaut. Donc voilà, je pourrais aller chercher, etc., etc. On va faire un deuxième truc. C'est que là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il va que Unity va lui-même smooth le passage d'une animation à une autre. Mais là, les animations ont déjà pris en compte ce truc-là. Donc là, vous voyez ce smooth que je suis en train de déplacer. Je vais carrément l'enlever. Parce que les animations le prennent déjà en compte. Et deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais enlever le hasExitTime. Parce que hasExitTime, ça dit j'attends que mon animation soit finie pour passer à l'animation suivante, même si la transition a été demandée. Et je vais le désactiver pour celle-là. Je peux vous laisser faire Vous voulez essayer de faire les suivants tout seul tout seul et toute seule ou je vous les montre. C'est juste la même chose à faire. Hein. Vous m'entendez encore? On t'entend. Ouais. Je sens que l'animator ça vous a séché là. Du coup, on va faire la même chose sur toutes les autres. On va juste rajouter des conditions sur open. Non, pardon. On va pas rajouter de conditions sur open. Hop, CTRL Z. Une fois que notre porte est ouverte, en fait, ça va directement passer à l'état ouvert. Et donc, on va enlever le smooth comme d'habitude. Mais on va laisser activer le hasExitTime pour laisser le temps à notre porte de s'ouvrir, en fait, avant de passer à la suite. Et donc là, c'est le cas inverse. Donc, on vire notre smooth. Et cette fois-ci, là, on est en état open. Donc, on veut rajouter, quand c'est plus vrai qu'elle est ouverte, on fait la transition. On enlève le hasExitTime. Et on check celle-là. C'est bon, il y a le hasExitTime. J'enlève le smooth. Et je mets pas de condition parce que dès qu'elle a fini son animation close, elle passe dans l'état closed. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Bon, alors pour l'instant, on voit pas trop ce que ça fait. On va pouvoir le voir assez vite en retournant dans la scene et en allant tripatouiller juste un peu le code de notre interrupteur. Donc, on réouvre notre code d'Interactable. Bon, bah déjà, évidemment, on va vouloir être en capacité de récupérer un animator. Hop, alors. Je vérifie que je suis pas en train de vous raconter des cracks. Hein, qu'on va appeler door. Alors évidemment, là, je vous fais vraiment le code dans le but juste que ce soit un interrupteur qui ouvre une porte. Vous pouvez potentiellement faire des codes un peu plus complexes, histoire d'avoir dans un seul code un interrupteur qui ouvre des portes, un interrupteur qui active un levier qui fait tomber des choses, etc., etc. Là, c'est vraiment la version simple. Et donc, du coup, quand on interagit à bonne distance, on va agir sur notre animator, donc door. On va utiliser la méthode setBool qui va changer un booléen. Et elle prend comme paramètre, alors là ils disent int id, elle peut prendre aussi le nom du booléen. Donc nous on l'a appelé open. Et on veut le passer à true quand on appuie sur la console. Et normalement il n'y a besoin de rien de plus. Je vous laisse 2 secondes le temps de finir de recopier le code. J'aurais une question. À quel moment est-ce que le programme comprend qu'il doit passer à false ce booléen quand on veut fermer la porte? Quand je l'ai alors je reviens du coup dans notre animator. Oh, qu'est-ce qui t'arrive toi? Donc ça c'est l'animator qu'on a créé. On regarde en haut la liste des paramètres. Là au début il est là il est à true et là au début il est à false. C'est juste toi qui dis à cet endroit-là comment il est au début.
Enfin, pardon, ce que je voulais sous-entendre, c'est la porte, du coup, dès qu'on va activer cet objet d'interaction, elle restera tout le temps ouverte. Si on quitte cet objet d'interaction, elle ne va pas chercher à se fermer avec notre code. Non, il faudrait en gros, il faudrait tout simplement dans ce code dire je récupère le booléen. Ça peut se faire d'ailleurs. Je récupère le booléen. Ouais, ça, je récupère le booléen open et là je set bool l'opposé de ce booléen que j'ai récupéré. C'est tout simple. Vous avez door.getBool si vous voulez le faire maintenant, n'hésitez pas. Moi j'ai juste fait ça parce que c'est plus rapide à écrire. Mais voilà, c'est parfaitement possible de faire le code. Du coup, c'est bon, je peux passer à la suite. Je peux vous. Ce qu'on va faire très rapidement là, je suis dans game et pas dans scene. Qu'est-ce qui t'arrive au niveau de la lumière? Bref, très rapidement, c'est qu'on va aller changer. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu qu'il y avait déjà un animator contrôleur attaché à notre porte. Donc on va mettre le nôtre, même si bon, il est concrètement quasiment pareil, mais voilà, on va juste glisser le nôtre à la place. Et l'avatar, il n'y en a pas forcément besoin concrètement, donc on va le laisser missing. Et on va aller sur notre console, et donc pour l'instant elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit animer, donc on va lui glisser la porte. Et là, normalement, si tout se passe bien, quand on joue, on va pouvoir cliquer. On va pouvoir ouvrir la porte. Si ça veut bien se lancer. Hop. Tac. Là, je m'avance. Hop. Et voilà, la porte s'est ouverte. Ah, c'est magique. C'est fou, hein? Je suis content. Donc voilà, comme je disais à Sylvain tout à l'heure, si vous voulez faire que quand on reclique ça se referme, il y a moyen. Il faut juste voilà, récupérer le booléen, changer. Ou alors stocker la valeur du booléen, enfin comme vous le sentez. Il y a plein de moyens. Mais du coup voilà. Par contre, j'ai raté le moment où tu fais glisser la console vers le interactable. J'ai pas trop compris à quel endroit c'était. Ah, alors en fait non, la console, je sais pas si tu te souviens, mais dans le script on lui a rajouté une propriété, un animator en fait. On lui a dit tu vas avoir un animator. Tu sais, là, D'accord. si tu regardes, et donc du coup j'ai juste glissé l'endroit où se trouvait l'animator qui correspond, donc l'ado, je l'ai glissé ici. Ah oui, d'accord, parce que ça fait allusion à Door qui se trouve dans le script de notre console. Voilà, c'est ça. D'accord, En je fait, comprends, merci. le script de la console se dit je vais tripatouiller, je vais agir sur un animator. Et Door, c'est à cet endroit-là qu'est stocké l'animator qui va l'animer. Ça marche chez tout le monde? Mhm. Alors, du coup, il nous reste 10 minutes. Et on va faire un petit... Alors, là, il y a deux choses qui se passent. C'est que, déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas giga pratique de cliquer quand on sait pas où est notre souris. Là, pour l'instant, elle est fixée au milieu, mais on la voit pas trop, en fait. Genre, j'ai une vague idée d'où elle est, ça marche à peu près, mais bon, s'il y a des trucs un peu précis, etc., c'est pas giga pratique. Donc, pour faire ça, on va utiliser un truc super qu'on appelle l'UI, l'User Interface. En gros, bah, pour ceux qui ne sont pas très familiers, c'est l'espèce de couche qui va se superposer entre, en gros, le rendu 3D du jeu et le joueur. Ça va rajouter la barre de points de vie dans certains jeux, les messages, etc., etc. Donc pour la rajouter, on va faire un clic droit dans notre scene. On va aller dans la catégorie UI. Il y a plein de trucs. N'hésitez pas à les tester, etc. Et on va rajouter une image. J'en profite pour faire une petite remarque. Si vous avez le choix, essayez d'utiliser TextMesh Pro. C'est mieux fait. Il faut potentiellement télécharger un package. Enfin, à l'époque, je crois que nous, il fallait télécharger un package.
Je sais plus s'il faut encore, mais bref. TextMesh Pro, c'est bien. Mais pour l'instant, on va juste utiliser une image. Donc ça crée plusieurs choses. Ça va créer un canvas, notre image, et un event system. L'event system, c'est ce qui prend en compte comment vous interagissez avec le jeu. Ça va servir par exemple à faire défiler un menu. Le canvas, c'est un peu la scene de l'UI, c'est le cadre en gros. Mais là, vous voyez que je l'ai rajouté, on le voit pas trop. Si, là, on se dit que c'est peut-être ça. Donc on va double-cliquer dessus, en fait, il est beaucoup plus grand. Et on va passer en mode 2D, comme ça on verra bien à quoi il ressemble notre canvas. Donc voilà, là je suis en mode, je peux tripatouiller mon canvas. Donc là j'ai mon image. Elle a pas mal de propriétés. Je pense que je vais pas trop vous en parler pour l'instant. Si vous avez envie de faire de l'UI, etc., de tester des trucs, n'hésitez pas. Mais c'est un truc qui peut être un peu rageant parce que il y a plein de moyens, en gros, il y a plein de moyens de mettre l'image au bon endroit, mais après, suivant par exemple la machine ou la taille de l'écran sur laquelle on va lancer le jeu, ça va beaucoup varier. Donc, c'est des propriétés qui sont assez importantes à regarder, euh, mais que je vous propose de tester à la limite, soit pour la prochaine fois, soit à un moment. Enfin, vous les testez et vous regardez vous regardez sur la doc et moi, si je pourrais vous en parler un peu plus en détail, mais bon. Juste que je vous en fasse une liste, c'est pas très utile. Retenez juste que là pour l'instant, là il y a les trucs en Corse. Ça dit en gros où elle est fixée mon image dans le cadre général. Autrement dit, si la taille change, où est-ce qu'elle va essayer de rester. Si elle était fixée, si ces encores étaient par exemple en bas à gauche, elle va essayer de rester fixée par rapport à en bas à gauche. Donc là sur une image basique qui est en plein milieu, bon ça change pas grand chose. Mais on va la laisser centrée au milieu. Et bon, on va tester quand même ce que ça donne avec ce petit carré blanc. Donc concrètement, vous voyez le carré blanc, lui, il reste exactement à la même place tout le temps. Et effectivement, c'est un peu plus pratique pour voir où est-ce qu'on vise. Sauf que bon, un petit carré blanc, c'est assez moche. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filer je vais rajouter, je vais vous filer une image un peu plus sympa. C'est pas du tout là. Un 4 quarts, un 4 quarts. Et non. J'aurais bien aimé. C'est vrai que j'aurais pu mettre un 4 quarts. Tac, un petit curseur. Tac, je vais vous l'envoyer dans Unity. Hop. Hop. Tac. Et je vais moi aussi l'ajouter dans mon projet pendant que vous le téléchargez. Donc, si j'ai mes dossiers ouverts, j'ai juste à le glisser à l'endroit où dans mes dossiers de projet de Unity que je veux le mettre. Là, je vais le mettre dans Graphics et hop, j'ai mon curseur. C'est bon, tout le monde a réussi à récupérer le curseur? Il n'y a pas eu de problème? S'il y a un problème, n'hésitez pas à crier très fort. Et donc là, on a notre image curseur. Alors, le problème de cette image, c'est que là, pour l'instant, elle n'a pas exactement les bonnes propriétés. Ça va, Maël? Ouais, ça va. On va juste dire à Unity, bon, qu'est-ce que c'est ça? C'est un sprite. Comme ça, alors, en gros, c'est le truc de base pour... il y a un mode curseur, faudrait que je teste. Pour l'instant, je vais juste lui dire que c'est un sprite. Je vais appliquer. Et du coup, maintenant, il peut voir qu'il y a de la transparence dans mon objet. Et donc, je vais retourner dans l'image que j'ai rajoutée. Et au lieu que l'image source, ce soit rien du tout, je vais lui mettre mon curseur. Parce que lui, ce qu'il demande comme image, c'est un sprite. J'ai converti mon curseur en sprite. Je suis trop fort. Bref. Et donc maintenant, on a notre joli petit curseur qui nous permet de voir où est-ce qu'on vise. Hop. Et voilà. Après, encore une fois, il y a des propriétés sur lesquelles on peut s'amuser. Hein. Par exemple, là je l'ai mis en blanc, comme ça on peut changer la couleur de manière assez pratique. Vert, etc. Je peux changer la transparence. Mais c'est le cas, voilà, il y a beaucoup de propriétés avec lesquelles on peut s'amuser sur l'UI.
Mais c'est l'UI, c'est vachement cool, ça permet de faire plein de choses. Comme vous l'avez... Alors... Ouais, de toute façon, j'ai pas le temps de... ouais, niveau UI, il y a plein de trucs qui sont déjà implémentés. Donc voilà, on peut rajouter du texte, des boutons pour que, en gros, cliquer, faire un menu. euh, des input fields, c'est des champs pour rentrer des trucs, etc. Enfin, n'hésitez pas à tester des trucs. Et ce qui est marrant aussi avec ce genre de truc, c'est que on peut aussi le faire afficher dans l'espace. Par exemple, dans un jeu 2D, on peut accrocher une UI à une zone, et du coup, même si on se déplace, elle restera tout le temps au même endroit par rapport au reste du monde. Ou même dans un jeu 3D, on peut avoir une bulle qui flotte à côté d'un objet. Donc voilà, il y a tout un tas de propriétés assez pratiques avec l'UI.